Bonjour à tous, donc nous voilà dans la troisième partie de notre chapitre numéro 2, adaptation, immunité adaptative. Alors nous allons voir en fait qu'il y a une troisième catégorie de cellules qu'on avait identifiée en introduction, qui sont les lymphocytes T, qui ont des marqueurs CD4 à leur surface, que je vais appeler par l'abréviation LT4, et on va voir qu'ils ont effectivement un rôle très important dans la réaction immunitaire adaptative. Alors, première façon de mettre en évidence leur rôle important, c'est d'étudier une maladie qui est le syndrome d'immunodéficience humaine, donc le sida, qui est provoqué par un virus que l'on appelle le VIH. Je vous ai remis ici rapidement le cycle du VIH. Donc, le VIH, c'est un virus qui possède à sa surface, alors c'est un virus à ARN, qui possède à sa surface des protéines, notamment les protéines GP120. On a découvert que ces protéines GP120 étaient capables d'être reconnues par des marqueurs qui sont les marqueurs CD4 des lymphocytes CD4. Donc ils s'amarrent ici à la cellule cible qui va donc être les lymphocytes T4. Ils vont fusionner du coup avec la membrane pour pénétrer à l'intérieur. Donc la capside va pénétrer à l'intérieur de notre cellule qui du coup va être la cellule infectée, qui est le LT4. Et ensuite, donc, suite à une phase de rétrotranscription, puisque l'ARN va être rétrotranscrit en ADN, puis ensuite incorporé dans le génome, c'est l'étape numéro 5 ici. Et ben ça, pour ce faire, évidemment, comme tous les virus, ils utilisent la machinerie de réplication, transcription, traduction de la cellule. Et il va du coup de nouveau produire des protéines, les protéines virales, grâce au matériel de notre cellule infectée, pour de nouveau les assembler et de nouveau former de nouvelles particules virales. Et ces particules virales nouvelles vont être libérées de la cellule. C'est au niveau de cette phase-là que notre cellule effectivement va du coup mourir, puisque la libération des multiples virus par bourgeonnement fait effectivement disparaître cette cellule. Donc on va voir au cours finalement de ce cycle de ce virus, on va avoir une destruction du coup de nos lymphocytes T4 qui sont la cible de ce virus-là. Alors, pour ceux qui ne savent pas du coup les trois phases de la maladie, je vous ai remis ce graphique-là. Donc en fait, le sida le sida en fait, au final, la maladie déclare dans un dernier stade qu'on a appelé le sida déclaré. Vous avez trois stades en fait sur cette maladie. Donc la ce qu'on appelle primo-infection, donc le virus pénètre, donc la contamination par le VIH. Donc là, les symptômes peuvent même passer totalement inaperçus. On peut avoir simple, simple symptômes légers comme la fièvre, douleur musculaire, etc. Au final, on va pas vraiment associer ça à une infection par le VIH. Et puis on constate que dans cette première étape, donc on va avoir déjà un nombre de lymphocytes T4 qui va diminuer dans le sang. Suite à cette primo-infection, on va avoir toute une phase qu'on va appeler la phase asymptomatique. La personne est contaminée et elle peut ne pas s'apercevoir qu'elle est contaminée. Et pendant cette phase-là, on a une espèce d'équilibre de la charge virale, c'est-à-dire la charge virale est à peu près constante. On va voir grâce à quoi elle est maintenue constante, la charge virale, et pourquoi elle n'augmente pas totalement. Par contre, on a une diminution progressive du nombre de lymphocytes T4 jusqu'à un seuil. Donc, on va obtenir en fait, on va passer en dessous d'un certain seuil. En dessous de ce seuil-là de lymphocytes T4, on va avoir une diminution des réponses immunitaires face à d'autres agents infectieux. Et donc, on a eu quelques exemples ici, toxoplasmose, donc rétinite, etc., qu'on va appeler du coup des maladies opportunistes. Et là, on voit bien que la charge virale va rapidement augmenter. Et du coup, on va avoir effectivement une atteinte importante qu'on appelle du coup le sida déclaré. Alors, je vous ai remis les documents de votre livre ici. Donc, vous avez les trois phases, donc phase de primo-infection, phase asymptomatique et phase symptomatique du sida. Vous avez ici, on vous remet, donc ça correspond à ce que vous avez tout à l'heure, donc on vous remet ici la quantité de charge virale, et puis on vous remet ici la quantité de lymphocytes T4 qui ne cesse de diminuer jusqu'à un seuil où on passe en phase de sida déclaré.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le deuxième graphique. Et donc là, vous avez les deux en lien en dessous de l'autre. Alors, attention, hein, c'est quand même pas les mêmes échelles ici. Alors, on voit que lors effectivement de la primo-infection, on avait une augmentation de la charge virale, ça on l'a vu tout à l'heure. Et en même temps qu'on a l'augmentation de cette charge virale, vous avez une diminution, ça paraît logique, hein, du nombre de lymphocytes T4. Pourquoi ensuite notre nombre de particules virales va finalement rester à peu près constante, ce qu'on a ici, là, le combo rouge, parce qu'en même temps se met en place évidemment la réponse immunitaire adaptative avec ce que vous connaissez du grand 1 et du grand 2, c'est-à-dire les lymphocytes B qui vont se différencier en plasmocytes et qui vont produire des anticorps, et vous avez les lymphocytes T8 qui vont se différencier en lymphocytes cytotoxiques et qui vont tuer les cellules infectées. Sauf que ces lymphocytes T cytotoxiques qui tuent les cellules infectées, mais quelles sont ces cellules infectées? Ce sont les lymphocytes T4. Ce qui explique qu'on ait ici une diminution progressive des lymphocytes T4. C'est-à-dire que oui, ça empêche du coup la multiplication des charges virales, donc ça va maintenir du coup une charge virale constante au cours du temps. Par contre, ça va petit à petit faire diminuer la quantité de lymphocytes T4. Donc, on a en fait cette phase asymptomatique. En fait, c'est une espèce d'équilibre entre la quantité de virus qui est en fait régulée par notre réaction immunitaire adaptative avec les lymphocytes T cytotoxiques qui éliminent les cellules infectées qui sont les lymphocytes T4 et les anticorps ici. Donc, petit à petit, effectivement, vous allez, alors cette phase-là, elle peut se maintenir très longtemps, hein, regardez ici, jusqu'à 1 à 12 ans, sauf qu'à un moment donné, comme il y a une diminution du coup de lymphocytes T4, il va y avoir un seuil en dessous duquel la réaction immunitaire adaptative, du coup, ici, elle va commencer à diminuer. Et là, on va avoir la charge virale qui va recommencer. À partir de là, vous êtes en sida déclaré. Alors, comment ça se fait? Ça veut dire que là, du coup, ce qui permet de mettre en évidence l'importance de lymphocyte T4, c'est qu'au-dessous d'un certain seuil, vous voyez très bien qu'ici, ma réponse immunitaire adaptative par les lymphocytes T cytotoxiques et les anticorps ne va plus se faire. C'est-à-dire qu'en fait, ici, les lymphocytes T4 sont essentiels à l'immunité adaptative des lymphocytes T cytotoxiques et à l'immunité adaptative due aux anticorps produits par les plasmocytes. On va voir quel est ce rôle important de nos lymphocytes T4. Alors, on a pu mettre en évidence également le rôle clé de ces lymphocytes T4 de façon expérimentale. Vous avez notamment l'expérience de Klaman qui a été faite en 1966. Alors, ici, qu'est-ce qui a été fait? Et ça, c'est intéressant en termes d'interprétation des documents. Vous avez une expérience assez classique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des lots de souris. Alors, vous avez le lot témoin, auquel on ne va pas appliquer d'irradiation ni d'injection de lymphocytes. Par contre, vous avez ensuite 3 lots de souris qu'on a soumis à des irradiations. Alors, à quoi sert l'irradiation? Elle sert à détruire toutes les lymphocytes, donc toutes les cellules de l'immunité ici, donc destruction des lymphocytes. Pourquoi? Parce qu'après, on veut réinjecter qu'une seule catégorie de lymphocytes. Donc, le lot numéro 1, on va réinjecter que des lymphocytes B. Dans le lot numéro 2, on va réinjecter que des lymphocytes T. Dans le lot numéro 3, on va réinjecter des lymphocytes B, des lymphocytes T. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir du coup un antigène. L'antigène qui a été choisi dans l'expérience, ce sont des globules rouges de mouton. Alors, les globules rouges de mouton sont utilisés comme antigène, donc on va injecter à tous ces 4 lots l'antigène qui est le globule rouge de mouton. Et puis ensuite, on va regarder si dans le sérum, il y a eu production d'anticorps. Comment est-ce qu'on met en évidence la production d'anticorps? On met le sérum où on pense potentiellement qu'il y a des anticorps en contact avec l'antigène, donc qui est les globules rouges de mouton, et on regarde si on a une fixation anticorps-antigène, donc complexe immun. S'il y a complexe immun entre les anticorps antiglobules rouges de mouton et les globules rouges de mouton, il va y avoir une agglutination. Alors, on prend le lot témoin. Vous avez du coup une souris qui a ses lymphocytes, lymphocytes T, lymphocytes B, tous ces lymphocytes, hein, pas de souci, c'est le lot témoin. Donc ici, on lui a injecté l'antigène qui est les globules rouges de mouton, on récupère son sérum, qu'est-ce qu'on constate? Il y a agglutination. S'il y a agglutination, c'est qu'il y a formation complexe immun entre les anticorps antiglobules rouges de mouton et les globules rouges de mouton. Donc notre souris a bien produit des anticorps antiglobules rouges de mouton.
Alors, on reprend maintenant ici le lot numéro 1, que l'on compare au témoin pour pouvoir conclure. Hein. Les lymphocytes B, alors, ont été réinjectés à cette souris. On a injecté l'antigène qui est le globule rouge de mouton. On constate qu'il n'y a pas d'agglutination. Pas d'agglutination, ce qui signifie pas de complexe humain, avec anticorps, antiglobule rouge de mouton et globule rouge de mouton. Donc, il n'y a pas eu production d'anticorps antiglobule rouge de mouton. Or, vous savez de par vos connaissances que les lymphocytes B se différencient en plasmocytes qui permettent de produire les anticorps. Donc ici, le fait qu'on ait simplement des lymphocytes B ne suffit pas à permettre la production d'anticorps, alors que c'est eux qui se différencient en plasmocytes pour produire des anticorps. Assez étrange. Alors on prend ensuite le lot numéro 2. On va également injecter l'antigène globule rouge de mouton. On y a mis au préalable les lymphocytes T à cette souris. On constate qu'il n'y a pas d'agglutination, pas de production d'anticorps antiglobule rouge de mouton. Oh, normal, d'après nos connaissances, les lymphocytes T, et si on parle des lymphocytes T8, sont des cellules qui se différencient en lymphocytes T cytotoxiques pour tuer les cellules infectées. Elles ne produisent pas d'anticorps, ce qui est normal. Le lot numéro 3, on a donc injecté des lymphocytes B et des lymphocytes T, et là, lorsqu'on met le sérum pris chez cette souris numéro 3, on constate, si on a un constat avec des globules rouges, il y a agglutination. Qui dit agglutination dit du coup complexe humain entre les anticorps antiglobules rouges et les globules rouges. Donc cette fois-ci, effectivement, il y a eu sécrétion d'anticorps antiglobules rouges de mouton. Donc là, les lymphocytes B ont été capables de produire des anticorps. Or, on voit, si on compare avec le lot numéro 1, qu'ils ne sont pas capables de produire des anticorps antiglobules rouges de mouton lorsqu'ils sont seuls. Donc ici, on peut constater effectivement qu'il doit y avoir une coopération entre les lymphocytes T et, a priori, les lymphocytes T4, puisqu'un lymphocyte T8, eux, tue les cellules infectées. Donc, il doit y avoir effectivement une coopération entre les lymphocytes T et les lymphocytes B. Quel est donc le mode d'action de nos lymphocytes T4? Pour le mettre en évidence, il y a du coup une expérience historique qui a été réalisée en 1975, qui est l'expérience de Morgan et Russetti. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prélevé du coup des lymphocytes T chez un patient sain, qu'ils ont cultivé du coup ici, ce qu'on voit ici, ils ont mis en culture ces lymphocytes T. Alors, ils les ont mis en présence de substances qui miment une agression génique, c'est-à-dire en présence d'un antigène. Okay. Vous avez ici, on vous dit que sans cet antigène, effectivement, il n'y aurait pas les mêmes résultats obtenus. Alors, nos lymphocytes T qui ont reconnu du coup l'antigène, on va y prélever leur surnageant. Donc, on ne prélève pas les cellules directement, mais on prélève le surnageant dans lesquels sont incubées ces cellules. Et on va mettre ce surnageant avec des lymphocytes T d'un côté, de l'autre côté des lymphocytes B. On constate que lorsqu'il y a les lymphocytes T plus le surnageant, il y a prolifération cellulaire. Or, lorsqu'on ne met pas le surnageant ici, il n'y a pas prolifération cellulaire. Donc, on a dit que le surnageant des lymphocytes T ici, on nous précise que les lymphocytes T, on les a identifiés comme étant lymphocytes T4. Donc ici, les lymphocytes T4 ont produit dans le surnageant une molécule qui va permettre la prolifération des lymphocytes T. Cette molécule, on vous dit qu'on l'a identifiée, c'est l'interleukine 2. Regardons maintenant ce qui se passe avec les lymphocytes B. Donc, quand on met les lymphocytes B en présence du surnageant ici, on constate qu'il y a également une prolifération cellulaire. Prolifération cellulaire qui ne se fait pas lorsqu'on ne met pas le surnageant. Donc, c'est bien le surnageant qui a permis la prolifération cellulaire des lymphocytes B. Or, comme on l'a dit dans le texte ici précédemment, les lymphocytes identifiés, ce sont les lymphocytes T4, et dans le surnageant, il y a une molécule qu'on appelle l'interleukine 2. Donc, Morgan et Russetti ont conclu à la chose suivante, c'est-à-dire qu'ils ont permis d'interpréter du coup l'expérience de Klaman. Et effectivement, ici, les lymphocytes T4 vont produire une molécule qui s'appelle l'interleukine 2, qui va permettre la prolifération cellulaire des lymphocytes T, également des lymphocytes B. Deuxième expérience qui a été réalisée, qui est historique, c'est John Marbrook en 1967 qui l'a réalisé. Donc on a appelé son montage la chambre de Marbrook. Vous avez le schéma qui se trouve ici. Donc à quoi ça consiste? Ça consiste à avoir en fait une espèce d'Erlenmeyer, mais à l'intérieur il y a une chambre supplémentaire. Donc il a appelé ça la chambre supérieure, et puis
le fond de notre Eden Meyer s'appelle la chambre inférieure. Alors, il a mis